Imaginez un univers où chaque pixel est pensé pour capter votre attention. Un univers où les mécaniques de jeu ne doivent rien au hasard, mais tout à la science du cerveau humain. On est là pour vous alpaguer, pour vous faire rentrer dans une sorte de prison dorée. C'est ce monde que Célia Audan connaît de l'intérieur, par cœur. Elle y a même participé. Elle est docteure en psychologie cognitive et l'une des expertes mondiales dans le design d'expériences utilisateurs dans l'univers des jeux vidéo. Elle a par exemple participé à des titres cultes comme Rainbow Six, Assassin's Creed, Star Wars 1313, Fortnite, mais derrière ce CV impressionnant, c'est surtout sa capacité à traduire les grands principes des sciences cognitives en outils concrets pour mieux comprendre notre façon de penser, de juger, de décider, de croire finalement, qui est intéressant. Dans cet épisode, on a donc parlé justement de biais cognitifs, de biais de confirmation, de représentativité, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, comment ils faussent nos décisions, et sans qu'on s'en rende compte, comment est-ce qu'on peut lutter contre. On a aussi parlé de libre arbitre. Quand avons-nous encore la main, quand nos perceptions sont biaisées par défaut, c'est le propre même d'un biais, de préjugés, comment les repérer au quotidien, dans la vraie vie, au travail, dans nos relations, dans notre couple, dans nos choix vraiment de vie, et bien sûr de l'application de ces principes dans les jeux vidéo et ailleurs, dans votre quotidien, au travail, dans votre vie personnelle, de famille, de couple. Célia partage aussi son propre parcours personnel, celui d'une Française partie vivre aux États-Unis, passionnée par les jeux, les sciences et les êtres humains avant toute chose, un chemin singulier qui est libre à rebours des conventions. C'est ce que j'aime et c'est pour cela que j'ai voulu les mettre en lumière ici. Un conseil, cet épisode est truffé de conseils à picorer. Prenez un carnet, notez et comme toujours, essayez d'en extraire au moins un enseignement pratique à appliquer dans votre propre vie. Je suis sûre que vous y parviendrez aisément tant il y a de bons conseils à glaner dans cet épisode. Et d'ailleurs, si cette conversation vous inspire, si elle vous a fait réfléchir, pensez à vous abonner, à la partager autour de vous. Je suis sûre que ça intéressera plein de monde. C'est ce qui me permet de continuer, comme vous le savez, à diffuser ce podcast, à inviter des personnalités aussi atypiques, aussi difficiles à avoir que Célia et à faire circuler leurs idées. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Célia Audan. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire en temps réel de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Salut Célia et bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci de m'avoir sur ton podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Et si ça te va, on va parler de ton parcours, on va parler de beaucoup de choses, de jeux vidéo évidemment. Ouais. Mais je voulais rentrer dans le vif du sujet. Et comme je te disais juste avant, je suis super excitée de t'avoir parce que je trouve qu'en France, en tout cas, toute la notion de psychologie cognitive, biais de cognition, justement, c'est quelque chose qui n'est pas encore très très démocratisé, on va dire. Et donc si ça te va, déjà pour mettre les choses un peu au clair pour tout le monde, j'aimerais bien avoir pas un cours, mais qu'on commence par ça, par parler de ça, et ensuite on parlera plus de ton parcours. D'accord. Et alors la première question que j'avais à te poser, c'est les fameux, alors tu peux en parler d'une autre manière, mais les fameux système 1, système A, donc de notre ami Daniel Kahneman, ouais, qui est un psychologue qui a gagné d'ailleurs le prix Nobel, en économie, mais peu importe. Est-ce que tu peux m'en parler? Et donc tout ce qui est, on va dire, pensée automatique versus pensée vraiment réfléchie, rationnelle, est-ce que tu peux m'expliquer un peu la différence et quelle a été un peu la révolution en fait de Daniel Kahneman? Ok. Alors, je vais essayer. Question simple pour commencer, voilà, très, à 9h du matin. Paf. Heureusement que j'ai pris un thé. Ouais. Alors, Daniel Kahneman a fait beaucoup de recherches et regardait un peu nos comportements et comment on agissait dans certaines situations, etc.
Et il s'est aperçu qu'on a en fait 2 modes de fonctionnement. Donc, comme tu disais, on a le système 1. C'est un système qu'on va utiliser. Alors, c'est pas une zone dans le cerveau, hein, c'est un mode de fonctionnement qui est très utile pour faire tout ce qui est automatique. Par exemple, le matin, tu fais le même parcours, par exemple, pour aller au boulot. Et donc, on est en mode automatique. Une fois que tu sais où aller, on réfléchit plus. Où on va fermer la porte à clé d'une façon tellement automatique que des fois, on se dit, est-ce que j'ai fermé la porte? Je me souviens plus. Parce qu'on ne fait même plus attention. On est en mode complètement automatique. Bah ça, c'est très utile pour le cerveau, hein, parce qu'on consomme énormément d'énergie. On peut pas passer notre journée à faire attention à tout. Donc, le mode automatique nous sert à survivre aussi. Il y a un prédateur, hop, on s'en va. Ouais. Enfin, c'est des modes automatisés. C'est les réflexes, c'est tout ça. Voilà, où on a intégré des choses comme 3x6, 18 tout de suite. On n'a même pas besoin de réfléchir, ça nous vient tout seul parce qu'on a appris par cœur. Donc ça, c'est très bien, ça marche pas mal. Mais on a un système 2 qui, lui, est beaucoup plus contrôlé. C'est le système dont on a besoin. Si ce matin, tu viens me voir pour faire un podcast, c'est pas le même chemin que tu fais d'habitude, donc il faut quand même que tu réfléchisses où est-ce que tu vas. Que je réfléchisse aux questions que j'ai posées. Moi aussi, qu'est-ce que je vais pas te dire de bêtises. Et c'est le système aussi qu'on va mettre en place si on doit résoudre des problèmes. Donc, si je te demande de calculer 21 x 17, bon, là, à moins que tu sois entraîné à faire beaucoup de maths, faut réfléchir. Donc ça, c'est le système 2. Le système 2, ça consomme, c'est beaucoup plus énergivore. C'est pour ça que quand on travaille, on réfléchit, on est fatigué, ou quand on écoute une conférence, on est fatigué. Au bout d'un moment, on a besoin de faire des pauses. D'accord. Parce que ça consomme énormément d'énergie. Mais donc, la plupart du temps, dans la journée, on se base sur le système 1. Le problème, c'est que le système 1, il est biaisé. Il marche automatiquement. Il va se baser sur des stéréotypes, par exemple. Il y a plein de petits jeux qui sont faits pour mettre en exergue ce système. Par exemple, des problèmes. Imagine, tu as un lac et chaque jour, il y a des lilypads, comme on dit en français, des nénuphars. Ouais. Pardon, des fois j'ai un peu de mal à me remettre en français. Tu as des nénuphars sur le lac et tous les jours, les nénuphars doublent de taille sur le lac. Bon, sachant que ça leur a mis 48 jours pour remplir complètement le lac, combien de jours faut-il pour que le lac soit rempli de nénuphars à moitié? Il y a un biais, donc il faut pas que je réponde la réponse qui me viendrait automatiquement au cerveau. Quelle est la réponse qui me viendrait automatiquement? Alors, répète-moi, parce que moi j'ai... Donc, 48 jours pour remplir complètement le lac. Combien de jours faut-il pour que le lac soit rempli à moitié des nénuphars? Sachant qu'il y en avait combien au départ, excuse-moi? Alors, on ne sait pas combien il y en avait au départ, mais on sait que chaque jour, les nénuphars doublent en taille sur le lac. D'accord. Et au bout de 48 jours, ils ont rempli tout le lac. Au bout de combien de jours est-ce qu'ils ont rempli la moitié du lac? En tout cas pas 24, ça c'est sûr. J'imagine que je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est cette réponse. 47. D'accord. Parce qu'à 47, ils ont la moitié. Et donc, ils doublent au 48. Tout à fait. Voilà, c'est des questions comme ça. Et quand on réfléchit, oui, évidemment. Mais quand c'est le matin, on n'est pas bien réveillé. En plus, c'est le cortex préfrontal qui est le dernier à se réveiller. Et d'ailleurs, le dernier à être mature en développement, qui a besoin d'être éveillé pour éviter. Oui, c'est un peu tous ces petits jeux qu'on joue quand on est jeune, de mind games et compagnie. Quoi. Ouais. Et ça, quand c'est des petits jeux comme ça, c'est rigolo. Mais quand c'est des sujets de démocratie, quand c'est des sujets de sexisme, de racisme, de société, c'est un petit peu problématique parce que on fait pas les bons choix, que ce soit financièrement ou pour notre santé. Et il y a des gens qui peuvent bien connaître ces mécanismes et qui peuvent les utiliser à mauvais escient. Et il y en a qui les utilisent à bon escient. C'est un peu la différence. En anglais, on appelle ça les nudges quand c'est à bon escient. Où on va aider les gens parce qu'on sait qu'on est en mode automatique. Par exemple, il y a plein de gens qui oublient de mettre leur ceinture de sécurité dans leur voiture. Bon, on va pas se baser sur... on va pas se reposer sur ça, sur leur mémoire. On va se dire, on va faire des voitures qui bipent si on met pas la ceinture de sécurité. Là, du coup, on réagit, on est conditionné, ce qui est comme quoi le conditionnement, c'est pas forcément mauvais. On apprend par conditionnement à mettre sa ceinture de sécurité quand on entend le bip aussi, c'est énervant. Mais après, on peut utiliser ça pour faire, pour inciter les gens à acheter quelque chose plus cher ou acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Ouais,
Alors, un truc qui m'intéressait beaucoup dans ces biais cognitifs et dans tout ce système 1 et système 2, enfin, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais c'est le fait que très souvent, en fait, on pense qu'on utilise le système 2, à savoir le système rationnel, et qu'en fait, en réalité, on est complètement dans le système 1, c'est-à-dire plus un mode automatique, ce qu'on peut dire aussi de l'intuition peut-être, mais qui est donc quelque chose, en fait, qui est pas vraiment pensé, et donc on se trompe en pensant en plus qu'on a raison. Oui. Est-ce que tu aurais des exemples? Alors, je sais qu'il y a plein de types de biais qui sont très connus, le biais de confirmation, etc. Est-ce que tu aurais des exemples très concrets, tu vois, que tu pourrais décrire d'un cas, tu vois, où c'est assez fréquent quand ça arrive? Alors déjà, c'est pour ça qu'on les appelle les biais inconscients, ouais. Parce qu'on n'en a pas conscience. Alors, un exemple qui pourrait bien parler. Après, il y a plein de jeux. Par exemple, il y a un jeu où c'est Linda. Imagine Linda, c'est dans le jeu, elle s'appelle Linda, c'est pour ça que je dis ce prénom. Linda travaille dans une banque, mais elle est aussi très active pour le droit des femmes, elle est très active pour l'écologie, elle fait beaucoup de manifestations, etc. Donc, qu'est-ce qui est le plus probable que Linda... Attends, c'était quoi le... Ah non, pardon. Bah celle, tu vois, on va pouvoir le couper parce que je suis complètement emmêlée. C'est quoi le truc? Bah, je vais peut-être en prendre un autre parce que du coup, je me souviens plus. Ah oui, non, ça y est. Alors, Linda. Imagine Linda. Linda est une femme très active, très engagée pour des questions d'écologie, des questions du droit des femmes, etc. Elle fait beaucoup de manifestations. Bah, qu'est-ce qui est le plus probable? Que Linda travaille dans une banque ou que Linda travaille dans une banque et soit féministe? Alors, je connais la réponse, mais j'aurais pu tomber dans le piège. Je sais que statistiquement, en fait, il y a plus de chances qu'elle soit juste bancaire et non pas bancaire et féministe que l'inverse, malgré ce que tu m'as dit. Voilà. Mais bon. Donc ça, quand on entend ça, on dit tout de suite, on a un portrait de Linda et on ne réfléchit plus à des questions de statistiques de base. Mais c'est vrai que c'est fou parce que tu vois, je connais la réponse parce que donc on peut le dire, c'est un exemple qui est pris dans le livre de Daniel Kahneman, donc le fameux qui a écrit Thinking Fast and Slow. Et en fait, ce qui est drôle, c'est quand je l'ai lu la première fois, je suis complètement tombée dans le piège. Donc ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, je ne suis pas plus intelligente qu'un autre ou quoi que ce soit. Mon système 1 est bien présent. On est tous pareils. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que même quand tu me l'as dit là, je connais la réponse parce que je l'ai lu. Et malgré tout, j'ai eu un petit moment d'hésitation, tu vois. Donc comme quoi, c'est... Oui, donc c'est très puissant. Voilà, dans la société, ça veut dire que, par exemple, on a rendez-vous avec une personne... directeur machin dans une société, on rentre dans une pièce, il y a un homme et une femme, on va avoir tendance à aller voir l'homme alors qu'on n'a aucune idée. La femme peut très bien être la directrice, mais voilà, on fait des inférences. La plupart du temps, ça marche bien. Il faut garder en tête que le cerveau qu'on a aujourd'hui, c'est celui qu'on a développé dans la savane. Donc à l'époque, ça nous a bien servi pour repérer les prédateurs rapidement. Mais voilà, si on habite en Australie, par exemple, et qu'on voit une rivière un peu comment on appelle ça quand l'eau n'est pas claire, un peu avec de la boue, et qu'on voit un truc flotter, on dit un crocodile et on s'échappe. Alors que si on regarde un petit peu mieux, non, c'était un tronc d'arbre qui flottait. Oui, en fait, cette intuition, elle était nécessaire aussi pour pouvoir prendre les jambes à son cou en cas de danger, etc. Disons que c'est comme ça qu'on a survécu. Donc tous ces traits de comment on réfléchit nous ont permis de survivre et de survivre nos prédateurs. Et aussi de vivre en société, de favoriser mon groupe par rapport au groupe adverse pour la solidarité, etc. Donc ça, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, notre société est beaucoup plus complexe et qu'on a besoin, on a une société globale. Maintenant, on a vraiment besoin, si on veut survivre à la planète qui commence à pas aller bien, on a vraiment besoin d'être tous ensemble. Donc là, c'est vraiment des questions, on n'est plus en train de défendre son champ de maïs. Mais une question du coup qui m'intéresse beaucoup, c'est on parle souvent d'intuition, alors féminine ou pas, mais on dit souvent en fait quand même il y a quelque chose derrière l'intuition et donc je sais pas exactement comment l'expliquer, mais je sens que c'est ça, le gut feeling, tu vois, le fameux. Est-ce que du coup ça existe? Est-ce qu'il est systématiquement faux? Enfin, j'ai un peu l'impression dans tout ce qu'on dit qu'il y a un certain nombre de biais et que ces biais sont quasi systématiques et qu'en fait on se trompe souvent, tu vois, dans le cas que tu décrivais. Oui. Alors on se trompe souvent, mais ça nous arrive aussi de pas se tromper. Ces gut feelings, c'est plusieurs choses. On a les émotions, des réactions assez impulsives, mais on intègre notre expérience avec le monde. Donc on apprend beaucoup en conditionnement, c'est-à-dire qu'on va essayer quelque chose, on envoie un stimulus, on fait une réponse, une baie, tiens je vais goûter, ah non ça m'a rendu malade, ça je me rappelle, je vais plus faire ça, celle-là, tiens elle a l'air mieux, hop on la goûte, elle est super bonne, j'ai appris que voilà celle-là je peux la manger et pas l'autre.
on apprend énormément comme ça. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on va intégrer des choses. Après, il y a des choses qui nous viennent de nos émotions. Alors, les émotions nous aident à survivre, encore une fois, à réfléchir. Hein. C'est grâce à ça qu'on a peur, on s'enfuit, bon, voilà. Mais les émotions peuvent aussi nous aider à faire les bonnes choses. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des marqueurs somatiques, c'est assez intéressant. Bon, un peu compliqué, mais l'idée c'est que, par exemple, si tu dois, je sais pas moi, faire ta compta au boulot, c'est genre un truc. Enfin, moi j'aime pas ça. Hein. C'est pas mon truc, voilà. Donc on va procrastiner jusqu'au dernier moment, et puis il faut faire ses impôts, etc. On procrastine jusqu'au moment où vous allez sentir une boule. On sent cette boule là dans l'estomac. Alors, faut vraiment que je le fasse. Ça, les boules dans l'estomac, on appelle ça les marqueurs somatiques. Ce sont des vraiment là, on ressent physiquement comme une douleur parce que il faut qu'on fasse quelque chose et on le fait pas. Et une fois qu'on le fait, ça nous pousse à le faire. Et une fois qu'on le fait, on se lance, on a l'impression vraiment d'un poids c'est retiré de nos épaules. Donc ces émotions nous aident à faire les bonnes choses aussi, à agir de façon empathique et de ne pas voler systématiquement ou ne pas faire des choses à l'encontre de nos amis. Ça nous rend triste. Donc ces émotions nous aident à réfléchir. Mais après, bon, on peut tomber dans le panneau si on voit quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Je sais pas, une nouvelle télé ou un nouveau téléphone, voilà, un bon exemple, un nouveau smartphone, et qu'on voit que il était à $1000 et là il est à $500, pardon, 499 euros, et là on se dit mais c'est une super bonne affaire. On compare alors que à la base, il y a rien à peu importe. On n'en a pas besoin. Donc, pourquoi dépenser là? On dépense $499, euros, pardon, pour acheter quelque chose dont on n'avait pas forcément besoin. Oui, non, je suis un petit peu. T'habites aux États-Unis. Non, mais ça, c'est mon système 1, il n'est pas, mon système 2 n'est est pas encore réveillé pour tout. Et toi, est-ce que, et ensuite on parlera plus de ton parcours, mais une dernière question sur ce sujet, c'est très difficile, je sais, d'y répondre, et une fois de plus, je te prends à chaud le matin sur ces sujets très compliqués, mais. Froid plutôt, mais oui. C'est ça. Est-ce que pour toi, il est possible, en tant qu'être humain, de réussir à avoir plus conscience de ses biais et donc évoluer? Est-ce que le fait, tu vois, que toi finalement tu travailles dans ce secteur depuis un moment, maintenant tu prends plus conscience justement de ses biais, donc par exemple le biais là de la fameuse Linda dont on parlait, quand t'es face à cette situation, typiquement tu te dis non, là en fait attention, je marche sur des œufs, ou est-ce que en fait c'est juste voué à l'échec et en fait on est fait comme ça et j'ai envie de dire tant pis pour nous, quoi. Alors oui et non. Oui, parce que effectivement, si on commence à en prendre conscience et qu'on analyse son comportement, alors c'est beaucoup plus facile d'analyser le comportement des autres, bizarrement. T'as bien choisi ton job. On repère ses biais beaucoup plus facilement chez les autres que chez nous. Mais oui, on peut essayer d'exercer ça. Le problème, c'est que c'est presque voué à l'échec dans le sens où un jour ou l'autre, on va être fatigué, ou quelqu'un nous a énervé, ou on est stressé, ou il s'est passé quelque chose. Et là, c'est fini. Là, on va plus avoir l'énergie cognitive de faire ça. C'est ce que Daniel Kahneman dit. Il dit qu'on a beaucoup plus de comportements racistes ou sexistes, c'est-à-dire qu'on va tomber dans ces biais de stéréotypie de genre et d'origine quand on est fatigué, parce que il y a vraiment le cerveau. Il faut vraiment voir comme si on a une source d'énergie qui est finie. Et quand on a déjà été stressé toute la journée, on peut plus faire ça. Donc ça peut marcher de temps en temps quand on est au calme, on revient de vacances, on vient de faire une séance de méditation. Peut-être qu'on peut exercer à reconnaître ça. Et si on arrive à reconnaître ça, on peut rechanger les automatismes, de dire oula, le côté en anglais on appelle ça le stop and think, s'arrêter, reconnaître. Oh là là, il y a peut-être un piège. Attends 2 secondes, je réfléchis. Donc ça peut aider à ça, mais maintenant c'est pas du tout suffisant. Et c'est pour ça que l'idée c'est non pas d'essayer de changer les gens, mais de changer l'environnement pour plus qu'on tombe dans ces biais. Moi, par exemple, je vais plus faire les soldes. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de sexisme et de racisme, etc. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça s'applique en fait à notre quotidien en permanence, mais même sur des sujets vraiment complètement lambda, de soldes, comme tu disais, donc le fameux biais de confirmation qui, en fait, quand on pense quelque chose, globalement, tous les faisceaux ensuite qu'on voit nous laissent penser qu'on a raison. C'est ça. C'est-à-dire que si vous pensez que les vaccins créent l'autisme, ce qui n'est pas vrai, vous allez faire une recherche Google et vous allez trouver des éléments qui font ça. Donc c'est ça qu'on a tendance à faire. C'est le biais de confirmation. On va ignorer les 99% des gens, à notre exemple, qui disent que effectivement le changement climatique est dû à l'activité humaine.
mais on se dit, bah non, j'ai pas envie d'y croire parce qu'on en a un, j'en parlerai après, c'est la dissonance cognitive. On n'a pas forcément envie d'y croire, ça nous met mal à l'aise. Et bah, on va trouver des articles des 1% qui doutent. Donc forcément, on va trouver. Et le problème, c'est quand on trouve toujours ce qu'on cherche. On trouve toujours ce qu'on cherche. Et là où ça devient, on tombe dans un cercle vicieux. C'est pas pour incriminer personne, hein, mais quand les journalistes vont inviter les deux côtés, ils vont inviter un climatologue qui dit que oui, c'est l'activité humaine qui crée, et un climatologue qui dit le contraire, ou une. Bah, là, on fausse la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'il y en a 98-99% qui disent que c'est l'activité humaine, et 1%. Et là, on fait du 50-50. Bon, bah là, on alimente encore plus ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que tous les métiers où on va récupérer des informations, il faut être très, très, très prudent. Et alors, je ne sais pas comment ça se passe à l'école de journalisme, mais il faut absolument que tout le monde soit... Il faudra mettre une notion plus de statistique, entre guillemets. De statistique, mais aussi expliquer les biais cognitifs pour pas participer, parce que on participe sans le vouloir, hein, il n'y a pas une intention maligne, mais on participe là-dedans. S'en rendre compte. Et donc celui dont je te parlais juste avant, la dissonance cognitive, celui-là est très puissant. C'est-à-dire que quand on est confronté à des sentiments, à des émotions qui sont conflictuelles, on a du mal à gérer ça. Donc l'exemple qu'on prend, c'est la fable de La Fontaine avec le renard et les raisins. C'est Ésope à la base. On prend, mais bon, en français, je peux prendre les fables de La Fontaine. C'est le renard qui essaye d'attraper la grappe de raisin, mais qui est un peu haute. Donc il essaye. Les raisins, ils ont l'air super bons, et il essaye, et il n'y arrive pas. Et donc il se dit, oh bah de toute façon, il devait être un peu âpre, et il s'en va. On a tendance à faire ça quand on essaie d'avoir quelque chose et qu'on ne l'a pas. On va réinventer l'histoire pour pas avoir à gérer ces émotions négatives. Et donc, cette dissonance cognitive est très, très compliquée à gérer, et de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que naturellement, on va se dire, oui, non, mais j'ai raté parce que de toute façon, il ne méritait pas, ou... en fait, je le voulais pas vraiment. Ou oui, bon, c'est pas grave. Ma mère, elle dit toujours d'un mal n'est toujours un bien. Ça me fait rigoler. Elle a raison quelque part, parce que il faut aussi avancer. Mais le PhD en psychologie derrière se dit oui. Maman, c'était une dissonance. Mais non. Mais bon, c'est très difficile à gérer. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin d'éduquer assez bien inconscient pour éduquer les enfants à les reconnaître, les adultes et les métiers qui vont être importants. Pour moi, le journalisme, c'est primordial. On ne peut pas avancer dans la société sans être bien informé, et sans... donc, il faut que les journalistes soient bien conscients de ça pour qu'on puisse avancer. Ouais, et c'est rigolo parce qu'en plus, quand t'en parlais là à l'instant, donc tu prenais l'exemple de deux personnes qui s'affrontent dans un débat, mais il y a un autre sujet qui est que peut-être à cause du biais de confirmation, ou c'est peut-être un autre biais, se faire convaincre de quelque chose qu'on ne croit pas, c'est quasiment impossible, sincèrement. Et du coup, bon, après c'est un autre sujet, mais ces débats sont stériles souvent parce qu'en fait, de toute façon, chacun reste complètement campé sur ses préjugés, on va dire. Oui, puis après il y a des biais de raisonnement où on va dire, bah, vous laissez faire ça, et après c'est la porte ouverte à tout. Donc ça, c'est je sais plus comment on appelle ça en français, mais un peu c'est la glissade. Il y a aucune raison de dire c'est pas parce qu'on nous donne ça que ça va empirer sur un autre. Il y a plein comme vous écoutez, malheureusement, hein, vous écoutez les hommes et les femmes politiques débattre. Moi, j'ai du mal à les écouter maintenant. Enfin, c'est insupportable. C'est-à-dire que il y a même plus de débat de fond. C'est vraiment tout dans la joute. C'est du sophisme. On est dans le sophisme souvent. Et ce serait bien qu'on se ressorte de là. Alors après, je comprends, c'est des travers. On est tous humains. Je dis encore une fois, je dis pas que les gens font exprès. Mais si on veut avancer sur des sujets de société qui sont primordiaux, là, vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression, il faut absolument qu'on se réveille. Et qu'ensemble on arrive à surmonter énormément de choses, mais on va pas y arriver si on comprend pas ces éléments-là et qu'on essaie de les dépasser. Et justement, tu me parlais à demi-mot tout à l'heure d'enfants et d'éducation. Je sais que tu es intéressée par ce sujet. Est-ce que tu peux me dire, toi, en quoi aujourd'hui tu participes justement à essayer d'éduquer les enfants sur ces biais cognitifs? Malheureusement, j'ai pas l'impression de participer beaucoup. Ce que j'essaie surtout de faire, c'est d'en parler le plus possible. Mais j'aimerais bien travailler sur un jeu vidéo, par exemple, qui parlerait des biais cognitifs, ou
essayer de convaincre que ça rentre à l'éducation nationale et puis réfléchir à comment faire ce genre de curriculum. Pour l'instant, je tâtonne un peu, j'en parle, c'est facile d'en parler, mais je commence par là et j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour effectivement faire plus. Mais oui, les enfants ils doivent essayer de comprendre ce genre de concept et à apprendre à les manipuler. Alors justement, c'est une très belle transition que tu m'as faite. Je te remercie vers les jeux vidéo parce que je voulais en parler. Alors, peut-être avant de parler de ça, quand même, comment est-ce que tu es tombée dans la psychologie est-ce que ça t'intéressait quand tu étais petite? Comment était la petite Célia quand elle était petite? Qu'est-ce qu'elle rêvait de faire? Est-ce qu'elle rêvait d'être Est-ce qu'elle rêvait d'être championne de je ne sais quoi et qu'elle s'est retrouvée par hasard dans la psychologie? Comment ça s'est passé? J'ai toujours eu 2 choses qui m'ont passionnée dans la vie, la science en général et l'art et plus particulièrement la musique. J'ai toujours été beaucoup dans la musique. Moi, quand j'étais adolescente, je voulais être star de rock. Bon, j'ai raté ça. Mais je m'intéressais énormément aux sciences. Alors toutes les sciences. Alors, quand j'étais gamine, je lisais plein de trucs, le corps humain, l'astronomie, etc. Et au fur et à mesure, je me suis beaucoup plus, quand j'étais adolescente, intéressée au cerveau et essayer de comprendre mais pourquoi les êtres humains. Moi, j'avais alors elle est un peu controversée cette étude, mais quand on commence à parler mais d'où vient le nazisme, comment est-ce qu'on en vient à parquer des gens et mais ça m'a toujours. Donc il y a des études là, de Stanley Milgram sur l'obéissance à l'autorité. Essayer de comprendre pourquoi les gens obéissent à l'autorité. Ça, j'étais déjà en psychologie quand j'ai appris ça, mais ce genre de choses, comprendre pourquoi les êtres humains, je peux comprendre qu'on soit énervé, mais de façon organisée, l'esclavage. Et donc, c'est des choses comme ça que j'ai voulu essayer de comprendre. Et donc, alors au début, c'était pas complètement clair. J'ai toujours été intéressée à la psychologie, mais j'aimais l'idée d'aider les gens. Donc, je voulais plutôt être orthophoniste à la base. Parce que j'aime aussi beaucoup la littérature. Donc, je lisais énormément. Donc, ça m'intéressait. Puis, ma mère étant dyslexique, peut-être aussi que j'étais un petit peu... Bon, j'ai raté le concours d'entrée, donc tant pis. Tu vois, alors là, je sais pas si c'est un biais cognitif, mais finalement, c'est peut-être pas si mal. Voilà, c'est ça. Non, mais il ne me méritait pas. De toute façon, le test est nul. Ça veut rien dire. Voilà. Mais ça m'a permis d'aller en psychologie parce que je connaissais pas bien. Je connaissais Freud, comme tout le monde. Et en fait, j'ai découvert que la psychologie était un champ immense, beaucoup plus large, et qu'on allait de la clinique et de la pathologie jusqu'à les sciences. Et il y a tout un aspect de recherche et de sciences cognitives. Et quand j'ai découvert ça, je me suis fait, mais c'est génial, parce qu'il y a le côté scientifique que j'aime, regarder, faire comment fonctionnent les choses, etc. On fait des études, avec des statistiques, c'est pas voilà. juste et l'être humain, le cerveau humain, et pourquoi on fait les choses qu'on fait. Donc du coup, je me suis dit, oh là là, c'est génial. Et donc j'ai continué en psychologie jusqu'au doctorat. Voilà. Et en te spécialisant donc dans la psychologie cognitive, si je ne me trompe pas. Et plus particulièrement le développement de l'enfant. Ouais. Justement. Et donc, tu avais écrit d'ailleurs ta thèse là-dessus, je crois. Oui, sur le développement du nombre chez l'enfant. C'est ça. C'est intéressant quand même. Oui, très intéressant. Enfin bon, je suis un peu biaisée aussi. Forcément, c'est le sujet que tu as choisi en même temps. J'espère qu'il t'intéresse un minimum. Est-ce qu'il y a eu quand même donc tu me parlais là des études que tu avais lues quand tu étais plus jeune sur, par exemple, le nazisme, etc. Il y a un moment dont tu te rappelles justement qui t'a orienté, ou une étude que tu aurais lue et qui vraiment t'a donné envie d'aller dans cette voie de la psychologie, de la cognition, d'aider, comme tu dis? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai eu ces moments où c'était beaucoup par la musique. J'ai eu un moment, j'ai une phase Beethoven. Enfin, j'adore toujours Beethoven. J'ai le rock et Beethoven. Et quand j'ai appris un petit peu à savoir qui était Beethoven, il avait cette fascination pour Napoléon, par exemple. Et donc, il a composé l'Empereur, par exemple. C'est un morceau que j'adore. Pour Napoléon. Et après, il s'est aperçu, mais non, en fait, comment dire, non, c'est horrible. Et c'est ces moments où s'apercevoir que, quand j'étais petite, des adultes, des gens qui ont des espoirs, s'aperçoivent que, non, on s'est fait avoir, que ce soit Napoléon, que ce soit Beethoven ou Zola, aussi j'étais très fan de Zola, donc lire ce qui se passait à l'époque, c'est vraiment fascinant de lire Zola. Et de s'apercevoir que... Et Zola, c'est intéressant parce que c'est l'atavisme, on veut y arriver, on a le côté, le volonté humaine,
Et puis paf, on se fait avoir. Alors, pour lui, c'est pas le dessin, c'est carrément les gènes, les gènes. C'est carrément qui on est, les travers familiaux. Donc évidemment, on a un peu dépassé ce côté-là, mais il y a quand même quelque chose où on essaye et on pense avoir un libre arbitre, mais bon, au final, on se retrouve biaisé par des choses qui nous dépassent. Donc c'est ce côté-là, voilà, c'est difficile à dire. Il n'y a pas vraiment un truc qui m'a fait dire oh là là. Mais même les films, la musique, la littérature, petit à petit, ça éveille à ce genre de choses où on croit quelque chose et c'est pas vrai et on apprend, voilà, c'est tout ce genre de choses. Et alors, à quel moment est-ce qu'on on a un doctorat de psychologie et qu'on se retrouve sur l'enfance en plus, et on se retrouve à partir aux États-Unis pour travailler dans le monde des jeux vidéo? Oh là là, oui, non, bah alors là, je n'avais pas du tout imaginé que ça se passerait comme ça. Moi, je me suis dit, je vais star de rock. Non, mais en fait, ça a pas marché. Slash Beethoven. Bon, bah alors, on va faire doctorat en psychologie cognitive. Quand j'ai eu mon doctorat, j'ai réfléchi, est-ce que je reste dans les sciences, enfin en académie, donc CNRS, etc. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu décevant. Là, c'est pareil, j'avais un article, on avait essayé de le faire passer dans Nature, il avait passé le board de Nature, et il n'avait pas été accepté au final. Et ça a été assez décevant, mais surtout parce que j'avais pas eu l'impression que c'était parce que l'étude était mal faite, où il y avait des trucs à redire, mais parce que il y avait un côté, oui, mais ça marche, ça colle pas avec l'opinion du moment, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu politisé. Ça m'a un peu encore une fois, ça m'a un peu déçu. Pour moi, c'est la science. On est à la recherche de la vérité. Si on a tort, Eric Kandel, qui a écrit un super bouquin sur la mémoire, explique que c'est tellement bien de faire des recherches et de s'apercevoir que nos théories est fausse, l'hypothèse est fausse. Et ça, en psychologie, dans toutes les sciences, c'est compliqué. C'est difficile de publier un papier en disant voilà, c'était ça mon hypothèse. En fait, non, j'avais tort. On a tendance à publier les choses où on dit. Donc toute cette réalisation là où finalement, bah oui, la science c'est génial et j'adore les scientifiques, j'adore ce qu'ils font, j'adore ce que vous faites. Mais s'apercevoir que malgré tout, nos biais sont plus forts que nous et partout, même dans un domaine où ça devrait être plus pur entre guillemets, y a quand même ces choses-là. Donc ça m'a un petit peu déçue. Donc je me suis dit bon qu'est-ce que je peux faire avec un doctorat en psychologie cognitive, et j'ai réfléchi aux jouets. J'adore jouer. Dans ma famille, avec mes parents, on jouait à plein de trucs, des jeux vidéo, des jeux de plateau, des jeux de cartes, je joue beaucoup à la belote, par exemple. Et je me suis dit, voilà, est-ce que je pourrais participer à créer des jeux éducatifs pour enfants qui soient vraiment éducatifs? Parce qu'il y a aussi ça, il y a énormément un marché de jeux éducatifs qui se disent éducatifs parce qu'il y a marqué ABC en 2-3, mais c'est pas véritablement éducatif. Donc, j'ai démarré comme ça chez VTech. Bon, pareil, c'était pas une expérience forcément éblouissante, et c'est là où j'ai commencé à voir, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur des jeux vidéo déjà à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à regarder, est-ce qu'il y avait des études scientifiques sur les jeux vidéo. C'est là que je suis tombée sur le papier de Daphné Bavelier, par exemple, qui explique que les jeux vidéo peuvent améliorer l'attention visuelle sélective. Voilà, donc j'ai commencé à regarder quels sont les bienfaits et les limitations des jeux vidéo, et j'ai commencé à écrire des papiers là-dessus, dans sciences humaines, cerveau et psycho. Commencé à aller dans les conférences pour parler de ça, et Ubisoft au même moment ils étaient intéressés dans les sciences cognitives, les neurosciences, la psychologie, et donc voilà, moi je suis allée vers eux, ils sont allés vers moi en même temps. C'était assez c'est vraiment je suis arrivée au bon moment, au bon endroit, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux, parce qu'à l'époque ils ont toujours une ligne qui s'appelle Games for Everyone, les jeux pour tout le monde, où l'idée c'était vraiment d'enrichir les gens. Donc il y avait des jeux comme mon coach en anglais c'était My Word Coach, je sais plus c'était quoi, mais bon c'était pour les mots, mon coach de mots, où on manipule les mots. Ils avaient fait aussi mon SAT Coach. Alors le SAT c'est un peu l'équivalent du bac aux États-Unis. Donc voilà, ils avaient toute une gamme comme ça, et aussi. Donc c'était quand même plus sur le domaine éducatif à l'époque. Oui, alors c'était pas des serious games dans le sens où vraiment l'idée c'est qu'ils voulaient faire des jeux. Ensuite t'es passé vraiment du côté oui, parce que je me suis aperçue que les théories d'éducation, les théories de l'apprentissage qu'on peut utiliser pour rendre des jeux beaucoup plus éducatifs et véritables. C'est compliqué les jeux éducatifs parce que il y a toujours cette notion. Ce qu'on cherche à avoir, c'est la notion de transfert. C'est-à-dire qu'on peut apprendre quelque chose dans un jeu,
très bien. Mais est-ce qu'on arrive à transférer les compétences qu'on a apprises dans la vie réelle, dans le jeu, dans d'autres situations? C'est ça qui est clé. S'il n'y a pas de transfert, on peut pas dire que c'est véritablement éducatif. Et ça, c'est très très compliqué à atteindre. Dans un jeu, en tout cas, mais même à l'école, hein, c'est pas évident. Mais en tout cas, avec c'est pour ça que les instituts et les profs sont très importants. C'est grâce à elles et eux que ces personnes-là arrivent à aider les enfants à faire ce transfert. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout en train de dire il faut bien sûr. utiliser les jeux. Au niveau de l'apprentissage, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai la sensation qu'en fait, très souvent, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les business cases aux États-Unis, la méthode des cas pratiques, etc., apprendre sur le terrain permet quand même de beaucoup plus retenir que de lire quelque chose. Absolument. Et je trouve d'ailleurs que c'est très difficile quand tu as quelque chose de théorique de réussir à te rendre compte à quel moment tu dois l'utiliser dans ta, de te rendre compte qu'il faut que tu l'utilises à ce moment-là, quoi. Absolument. Oui, non, c'est très compliqué. Et donc je ne sais plus où j'allais avec cette histoire. Si tu me parlais excuse-moi, c'est moi qui t'ai interrompu. J'ai cette forte mauvaise tendance, mais non, tu me parlais de comment tu avais switché justement des jeux éducatifs vers les jeux. Mais parce que voilà, donc ces théories de l'apprentissage qui peuvent aider à rendre un jeu plus éducatif, etc., ou éducatif tout court. Mais finalement, ça peut être utile pour n'importe quel jeu parce qu'un jeu, c'est une expérience d'apprentissage. Quand on démarre un jeu, il faut apprendre les règles du jeu, il faut apprendre à maîtriser le jeu, etc. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé assez tôt chez Ubisoft. Eux, ils avaient ce qu'ils appellent la Design Academy. Donc, ils faisaient des formations avec tous les designers, tous les directeurs créatifs, etc. pendant 2 semaines pour vraiment mettre à plat qu'est-ce qu'ils voulaient faire, donc enrichir la vie des gens. Et mine de rien, c'est très compliqué de faire des jeux vidéo. Et Ubisoft a vraiment cette volonté d'enrichir la vie des gens, et ils veulent faire en sorte qu'ils ont une grosse ligne éditoriale où ils veulent que les jeux soient accessibles, ils veulent que les jeux soient faciles à prendre en main, mais difficiles à maîtriser, qu'il y ait vraiment ce challenge, etc. Et c'est là où j'ai commencé à expliquer comment le cerveau fonctionne, comment on apprend, et quelles sont les limitations de notre cerveau. Parce qu'on a des énormes capacités, mais on a beaucoup de limitations. Il faut prendre en compte ces limitations si on veut faire en sorte d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Donc, que ce soit un jeu vidéo ou apprendre l'alphabet ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des formations avec les développeurs de jeux. Et puis après, j'ai commencé à faire ça à Ubisoft à Montreuil. Après, j'ai vraiment bougé en prod à Ubisoft à Montréal. Sur la création vraiment des jeux. En production des jeux. Oui, on utilise pas mal d'abréviations. Donc en production directement, j'ai travaillé sur Rainbow Six et voilà. Puis après, je suis allée chez LucasArts, après Epic Games. Après, ça s'est enchaîné. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais bon, parce que pour les auditeurs, je l'ai dit en intro, mais en gros, t'as travaillé quand même sur des jeux énormes, type Fortnite, etc. Et en fait, je trouve quand même vraiment hyper intéressant, on peut s'en douter, mais de se dire que ces jeux-là, au niveau de la création, au niveau du design des jeux et donc de la fameuse expérience client, ils font appel à des personnes comme toi qui ont un rôle super important pour juste s'assurer que le jeu répond donc notamment à l'expérience client qu'ils souhaitent avoir. Ouais. Donc, je voulais savoir concrètement, est-ce que tu peux me décrire, parce que t'es psychologue, des jeux vidéo, on peut se dire, mais en fait, comment est-ce que le lien se fait concrètement? Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton job? Et donc, est-ce que tu peux me dire, par exemple, dans le cas de Fortnite, donc qui arrivait plus tard, ou un autre, si c'est plus parlant pour toi, mais concrètement, qu'est-ce que tu faisais? Quelles étaient tes missions? Et ça ressemblait à quoi au quotidien? Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est souvent des docteurs en psychologie plus que des psychologues. Alors, moi, j'ai le statut de psychologue en plus, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc c'est de la recherche. L'idée, c'est les développeurs de jeux veulent faire un jeu avec une certaine expérience. Par exemple, soit c'est un jeu d'horreur, soit c'est un jeu d'aventure, soit ça va être un jeu de stratégie, etc. Donc il y a une certaine expérience qu'on veut offrir, puis on réfléchit à quelle est notre audience. Est-ce que ça va être tout le monde, des petits jeux où tout le monde peut jouer, ou est-ce que ça va être plutôt des adultes, plutôt des adolescents? En général, on se pose pas tellement la question de l'âge, on se pose la question de quel type de jeu l'audience aime. Donc, est-ce qu'on s'adresse à une audience qui aime les jeux de puzzle ou des jeux de stratégie, etc. Et l'idée de mon travail à moi, c'est de s'assurer déjà qu'on est tous alignés sur quelle expérience on offre à qui. Parce que ça, c'est pas toujours évident, aligné dans l'équipe, mais aussi au sein du studio, parce que parfois les équipes, elles veulent faire un jeu très pointu, mais le studio dit bah oui, mais nous on a besoin de survivre, donc il va falloir faire un truc un peu plus large.
Et donc moi, mon boulot, c'est de s'assurer que tout le monde est aligné sur l'expérience qu'on va offrir à qui, et après de s'assurer qu'on y arrive. Donc c'est en conception, c'est vraiment réfléchir à quels sont les jeux vidéo qui ont ce genre de système ou de mécanique que nous on veut faire. Voyons voir comment ça se passe, quelles sont les faiblesses et les qualités de ces jeux, qu'est-ce qu'on peut nous apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et en cours de développement, on fait des prototypes et on les teste. Donc souvent on les teste entre nous, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, bon vas-y, essaye de faire un truc et on regarde comment ça marche et puis on itère en regardant ça. Et puis au bout d'un moment, quand les prototypes sont un peu moins raides, on va dire rêches, on fait venir des gens de notre audience et on essaie de voir s'ils arrivent. Alors il y a deux composantes dans le jeu vidéo. Il y a la composante utilisabilité. Est-ce que les gens arrivent à faire les choses? Par exemple, dans Fortnite, il faut crafter, il faut construire une arme ou un piège, etc. Bon du coup, on a une interface pour crafter. Bon il faut s'assurer que les gens arrivent. Voilà, c'est compliqué de créer des interfaces et des interactions, etc. Donc on fait venir les gens, on dit voilà, tu dois crafter un piège pour te soigner. Alors trouve-le et crafte-le. Et donc on dit rien d'autre et on regarde les gens et on voit ce qu'ils arrivent à comprendre l'interface. Donc on modifie énormément de choses. Alors c'est pas que dans l'interface, on parle beaucoup d'interface parce que c'est ce qui vient en tête le plus, mais ça va être aussi dans la tronche des personnages. Est-ce que si on voit un ennemi qui a une certaine tronche, est-ce qu'on va arriver à anticiper comment cet ennemi est dangereux, comment est-ce qu'on peut le vaincre, etc. Dans l'environnement aussi, est-ce qu'on arrive à comprendre où aller, comment utiliser les éléments dans l'environnement. Les sound design aussi, les sons, qu'est-ce qu'on entend. Bref, c'est vraiment tout qu'on teste, c'est pas juste les interfaces. Donc ça, c'est la partie utilisabilité. Et ensuite, il y a une partie, c'est plus sur l'engagement. Un jeu peut être utilisable, facile, on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, on comprend les objectifs, etc. Mais bon, on est un peu chiant, ça nous intéresse pas. Ouais, c'est gentil, mais on arrête. Ça c'est un problème. Si on fait une activité, que ce soit un livre, un film, n'importe quoi, une série télé, si c'est pas intéressant, on n'a pas envie de revenir pour voir la suite, ce qui se passe après. Bien sûr. On a un petit problème. C'est pas divertissant. Donc, on travaille sur ces choses-là, sur les motivations, comment on est. Alors, les deux types de motivation, plus particulièrement, on a la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est je vais faire quelque chose pour obtenir autre chose. Par exemple, si vous n'êtes pas fan de votre boulot, mais vous y allez parce que voilà, vous avez besoin de payer votre loyer, à manger, etc. Donc, vous faites pour obtenir quelque chose d'autre. Ou vous aimez pas prendre le métro, mais vous devez prendre le métro pour pouvoir aller revoir vos amis. On a beaucoup ça dans les jeux vidéo. On a des objectifs à atteindre, on a des missions et on sait qu'on va obtenir quelque chose qui nous intéresse. En général, c'est quelque chose qui nous intéresse pour débloquer quelque chose d'autre. Donc c'est comme ça qu'on se construit notre stratégie. Je vais faire ça, comme ça j'aurai ça. Et une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir faire ça. Dans les jeux stratégiques, c'est très très comme ça. Mais bon, dans tous les jeux. Et ensuite, on a la motivation intrinsèque. Ça, c'est les choses qu'on aime faire juste pour le plaisir de les faire. Comme jouer aux jeux vidéo, par exemple. Et donc, la motivation intrinsèque, ça repose plus sur 3 notions, qui est la notion de compétence, d'autonomie et de relationnel. On est beaucoup plus enclin à faire une activité si on sent qu'on progresse. Si vous commencez à apprendre un instrument de musique et vous jouez tous les jours et vous voyez que vous progressez. Il faut recréer cette notion de progression dans le jeu. Voilà. Donc, on a cette notion de compétence, c'est hyper important. L'autonomie, c'est on a besoin de s'exprimer, donc dans le choix de comment on s'habille, dans le choix des danses, par exemple dans Fortnite, on choisit, mais aussi des choix de comment on va résoudre un problème. Il y a beaucoup de jeux qu'on appelle bac à sable, qui sont assez populaires, mais justement parce que on peut résoudre un problème de plein de façons différentes. Et l'environnement, c'est comme un bac à sable, et on s'amuse et on essaye, on regarde ce que ça fait si on fait ci, ça. Et on a le relationnel. On est une espèce très très sociable, on a besoin des autres, donc tous les jeux de coopération, de compétition vont aussi être en général plus à succès parce qu'on a cette composante relationnelle. Alors, on a tendance à se focaliser sur la compétition, mais la coopération est beaucoup plus forte. Et d'ailleurs, on apprend beaucoup mieux en coopération qu'en compétition. Et même les jeux compétitifs, que ce soit les sports ou les jeux, on est souvent en équipe.
Ouais, c'est vrai. Le football, par exemple, c'est un sport d'équipe. Donc pareil, dans les jeux vidéo, même s'il y a de la compétition, on est souvent en équipe. Donc on a de la coopération au sein de l'équipe pour vaincre une autre équipe. Donc voilà, tous ces éléments-là sont très très importants. Et donc on s'efforce de faire des jeux où on a ça, on a des challenges et il faut les remporter. Et puis du coup on sent qu'on progresse, ça nous fait plaisir, on peut s'exprimer. Non mais ce que je trouve génial, c'est qu'en fait on peut penser qu'un jeu vidéo c'est complètement en dehors de la vie, de nos mode de fonctionnement, de pensée, etc. Et en fait, ce que tu es en train de dire au final, c'est que au contraire, le jeu vidéo est probablement là où on se rend le plus compte. En fait, toi, ton job, c'est justement de prendre le réel, la manière dont on pense, la manière dont on apprend, la manière dont on s'amuse en fait, et d'essayer de le recréer de manière donc artificielle dans un jeu et de le tester. Et ça, donc, vous avez des méthodes parce que tu es dans toute la partie conception, mais après la conception, en fait, il faut le tester pour essayer de voir si ça fonctionne auprès des usagers. Et donc ça passe concrètement par des focus group, par des gens qui vont tester, que tu regardes. Comment ça se passe exactement? Parce que ça pourrait être applicable en plus à d'autres choses qu'à des jeux. Ça peut être applicable mais bien sûr, mais c'est pour ça que énormément d'industries et des éducatrices s'intéressent aux jeux vidéo maintenant parce que c'est applicable à tout. Donc oui, on fait des tests une fois qu'on est en phase de prototypage et même une fois qu'on est un peu plus, on a des codes, on appelle ça alpha. Enfin bon, bref, alpha c'est quand tous les systèmes sont déjà dans le jeu, toutes les features sont c'est pas encore bien. C'est encore plein de problèmes, mais tout est là. C'est un peu cassé, mais tout est là. Donc à différents niveaux, on teste différentes choses. Alors, ce qu'on appelle focus group, en général, par contre, je suis désolée avec les termes, je vais... Non, mais tu as raison. Un focus group, c'est quand on invite des gens en groupe et on leur pose des questions. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, etc. Moi, je suis pas très fan de ça. Je trouve que c'est très, très biaisé parce que du coup, on discute entre personnes et puis on a la pression du groupe et puis il y a toujours les mêmes personnes qui parlent et on s'influence les uns les autres. Moi, je fais pas trop ça. Déjà, je trouve, je le fais pas bien. Je suis pas très douée. Je préfère avoir des gens qui viennent jouer le jeu ou tester l'interface ou tester ce qu'il y a à tester. Et après, je leur donne un questionnaire. Et je dis, voilà, c'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi l'objectif ici? Qu'est-ce que vous avez compris là? Et après, on pose des questions de motivation. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire là? C'est quoi ton prochain objectif? Est-ce qu'on arrive à se projeter ou est-ce que si on a je sais pas d'objectif, ça veut clairement dire que le jeu est pas très passionnant. Donc c'est ce genre de questions qu'on pose, c'est très objectif. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que tu essaies d'enlever un maximum de biais, justement. Exactement. c'est la méthode scientifique. La méthode scientifique est à la base justement pour retirer tous les biais qu'on a. C'est grâce à ça qu'on a fait des avancées scientifiques incroyables. Génial. Écoute, pour terminer, parce que le temps passe et je sais qu'il est compté et que tu as beaucoup de choses à faire, j'aime bien terminer le podcast par des questions difficiles. Non, mais un peu plus personnelles, on va dire. Notamment, une des questions que je voulais te poser malgré tout, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui habitent en France, même si j'en ai un peu partout dans le monde. Je voulais savoir comment ça s'était passé, justement, cette arrivée aux US et toi, en tant que Française qui débarque personnellement, tu vois, concrètement, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as tout de suite trouvé ta place? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens, comment tu te sens? Tu te sens française? Tu te sens moins française? Toutes ces questions. Clairement, je me sens française. Dès qu'il y a des frites, je suis contente. Non, mais je rigole, mais parce que la semaine dernière, j'avais fait une conférence à Lille et Roubaix et on s'est battu pour avoir des frites. Enfin bon, bref. J'ai fait ça en plusieurs étapes. C'est-à-dire que j'étais à Montréal, chez nos cousins québécois. Donc c'est un peu à mi-chemin et quand même le côté européen, on parle la même langue, mais on est sur le continent américain. Et puis après, je suis allée à San Francisco. Disons que San Francisco, de toutes les villes des États-Unis, c'est quand même la ville qui a le plus le sentiment européen, qui est la plus cosmopolite, où on peut marcher. Il n'y a pas beaucoup de villes aux États-Unis où on peut marcher. Moi, j'adore marcher. San Francisco, je marchais pour aller au boulot, en haut et en bas. Et San Francisco, je me suis sentie tout de suite à l'aise. Et c'était la période Obama. Bon, c'était quand même un peu plus libéral, un peu plus... Et San Francisco est très multiculturel. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Après, Caroline du Nord, c'est un peu... Quand j'ai bougé pour aller chez Epic Games, là, c'était un petit peu plus rock'n'roll, on va dire. C'est très différent. Déjà, c'est le sud des États-Unis, donc là, pour le coup, on est confronté à plus énormément de biais et de racisme.
qui peut être choquant. Après, il y en a partout, hein. Il y en a en France, il y en a dans tous les pays. Mais oui, c'est pas la même ambiance. C'est-à-dire que là, faut prendre sa voiture pour faire tout. Au niveau de la nourriture, bon bah c'est un peu toujours pareil. C'est pas très varié. Donc oui, là c'était un peu plus c'était un peu plus difficile, mais d'un autre côté, je bossais tout le temps parce que malheureusement, il y a dans le jeu vidéo, il y a quand même ce côté, on bosse tout le temps. Donc c'est pour ça que je suis retournée en Californie. Là, c'est un peu plus agréable. De nouveau, je peux marcher, faire mon petit marché, etc. Où il y a quand même beaucoup plus d'activités locales, où il y a beaucoup plus d'épiceries locales. Donc ça me tient à cœur. Mais oui, je suis française. Hein. Je suis pas américaine. J'ai une carte verte. Donc voilà, j'ai toujours énormément de plaisir à venir en France. Et beaucoup d'amis sont en France. Toute ma famille est en France. Donc voilà, je suis française. Très bien. Non, mais c'était pas une question piège. Hein, non, mais je voulais te demander si tu avais eu dans ta vie, que ce soit dans ta carrière pro ou au niveau plus personnel, un moment de doute, un échec, un moment un peu plus difficile, et puis surtout ce que tu en as retiré en fait comme enseignement que tu pourrais nous partager. Alors c'est une question très difficile à cause de la dissonance cognitive. Oui. Mais oui, alors dans ma carrière, tu parles dans le jeu vidéo ou pas en forcément, général? enfin vraiment ce qui te vient à l'esprit. Je te dis, ne pas au final faire de la musique dans ma vie pour gagner ma vie, c'est clairement ça a été un moment de deuil, mais j'ai. T'as pris la décision, tu te rappelles un jour où tu t'es dit non, c'est compliqué parce que c'est dans un groupe. Dans un groupe, il faut que tout le monde soit aligné au même moment et on a fait un album, on a fait des concerts. Bon, après, ça marchait pas. C'était l'époque où le rock en France, c'était pas du tout, c'était pas trop ça. Donc, c'était compliqué. Mais bon, après, quand je fais la réflexion, j'aurais pu mettre beaucoup plus d'efforts là-dedans. J'ai un peu côté, j'aime bien faire plein de trucs. Alors, c'est difficile si on veut faire une carrière dans la musique, il faut bosser, mais tout le temps. Enfin, faut pas s'imaginer que il suffit de prendre une guitare et ça y est, ça va se tomber dessus. Quand je faisais mon groupe, j'étais en même temps, je faisais la psycho m'a passionnée aussi, j'apprenais plein de trucs et bon, après il a bien fallu commencer à gagner sa vie, hein, donc quand on commence à bosser, c'est vraiment dur de trouver l'énergie de bosser et d'en plus faire de la musique et d'en plus de trop savoir qu'est-ce que je fais, parce que on continue la musique, on vit pas, on n'a pas assez de sous. Je continue à faire un boulot. Au départ, c'était pas un boulot qui me passionnait. J'étais assez frustrée. Et quand je suis rentrée chez Ubisoft, ça m'a j'ai eu un petit déclic où ce que j'ai adoré dans le jeu vidéo, c'est que il y a de tout. Il y a des sciences, il y a de l'art, il y a de la musique, il y a du sound design, il y a des artistes graphiques. D'ailleurs, il y a du design, sons magnifiques. Mais il y a tout, c'est hallucinant. Et donc moi, je suis rentrée dans ce milieu-là, et là, je me suis dit là, oui, alors je suis pas rockstar. Bon, peut-être que ça va venir. À 50 ans, peut-être que je vais. Voilà, tu vas trouver une seconde. Exactement. Mais j'ai retrouvé ce côté-là où tous faisait sens, tout se mettait ensemble, et c'est pour ça que j'adore l'industrie du jeu vidéo pour ça. Alors, elle a plein de travers, hein, il y a plein de problèmes à régler, mais ce côté créativité et technicité et science en même temps, c'est assez intéressant comme milieu. Et donc, du coup, ça m'a permis de passer outre. Mais oui, il y a toujours des moments où on doute, hein, ça, clairement. Mais voilà, on se dit, et c'est ça, en fait, c'est important, hein, surtout pour les femmes. Hein, il y a beaucoup de femmes qui doutent et se rendent pas compte que tout le monde doute. Et c'est normal de douter, mais il faut aussi y aller. Et ça, c'est un biais qu'on a en tant que femme. Et ça, je pense que c'est effectivement, enfin, c'est prouvé scientifiquement. Je sais pas que c'est. Oui. Alors, par exemple, les femmes dans les. Alors, c'est pas forcément lié au doute, hein, mais les femmes, quand on répond à des annonces, les femmes ont tendance à répondre que si elles ont 100% des compétences demandées. Alors que les hommes, c'est en général à peu près 70%. Alors après, c'est pas forcément parce que les femmes doutent de leurs compétences, mais c'est plus parce qu'elles savent que de toute façon la société est biaisée, hein, et donc c'est compliqué. Et donc si on n'est pas, on fit pas à 100%, on a beaucoup moins de chance. Mais par exemple, les femmes vont, quand elles s'auto-évaluent, il y a plein d'expériences d'études faites qui sont relatées dans HBR. Harvard Business Review. Oui, pardon, Harvard Business Review. Par exemple, les femmes, quand il y a l'auto-évaluation au boulot, elles ont beaucoup plus tendance à être dures avec elles-mêmes. Et donc du coup, enfin voilà, ça crée plein de problèmes. Elles ont beaucoup plus tendance à avoir
qu'on appelle ça en français, le sentiment de pas imposteur. Là voilà, le syndrome d'imposteur. Donc voilà, il faut, c'est important. Moi, j'ai eu la chance. Ma mère m'a toujours poussée en disant mais t'inquiète pas, continue. D'un mal n'est toujours un bien. Voilà, en tout cas. Mais ça a servi à ça. Ça a servi à me dire bon bah ok, alors essayons autre chose, rebondissons et voyons ce qu'on peut faire après. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas analyser ses erreurs non plus, hein, parce qu'on apprend de ça. Mais je pense que c'est important pour les femmes qu'on se pousse et qu'on s'entraide surtout. Complètement. Écoute, j'ai 2 dernières questions et je te laisse tranquille. Ouais. Une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y aurait une maxime ou des mots de sagesse que tu pourrais nous partager, peu importe, ça peut être, peu importe le domaine, mais quelque chose qui te vient à l'esprit aussi. Oulala. Des mots de sagesse, une maxime, mais j'en ai tellement. Quelque chose qui te touche particulièrement, tu vois, un truc auquel tu crois, que tu as envie de partager. Même si c'est un biais. Écoute, j'ai du mal à en choisir un. Enfin, la chose à laquelle je crois, c'est que au final, je sais qu'il y a plein de choses qui sont atroces dans le monde, mais au final, la grande majorité des gens veulent simplement vivre en paix ensemble. Et je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur ça. Essayer d'arrêter que les 5% qui nous embêtent tous là continuent à faire des choses horribles, mais il faut aussi se focaliser sur tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble malgré nos différences et nos biais cognitifs et sociaux, comment ensemble se rassembler pour dépasser ces problèmes. C'est des choses qui me touchent actuellement plus dans ma vie. Il y a plein de choses qui m'ont touchée. Mais voilà, enfin, c'est pour ça que la musique me touche particulièrement, parce que c'est plein de gens d'origines différentes, que ce soit dans un orchestre ou dans un groupe de musique, qui ensemble vont dépasser toutes ces différences, pour suivre la mélodie, pour suivre le métronome et faire quelque chose de magnifique qui va toucher tout le monde. Voilà, c'est ça qui me transporte un peu dans la vie. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Et la dernière question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y aurait un livre ou plusieurs livres que tu pourrais me recommander, qui sont des livres pareils, qui t'ont marqué, qui t'ont touché, juste que tu as envie de partager. Tu me parlais, alors j'ai noté, je vais te poser la question d'ailleurs, un livre d'Éric Mandel, je crois, mais que je ne connais pas. Éric Kandel, oui, pardon. Sur la mémoire. C'est un peu plus dur à lire. Technique. Mais non, mais alors du coup, tu vois un autre, juste, sincèrement, ça peut être de la littérature, ça peut être une biographie, ça peut être ce que tu veux. Les livres qui m'ont touché dans mon enfance, je te dis, c'est Zola, hein, donc moi j'ai beaucoup aimé La Bête humaine. Ça c'est un livre qui m'a marqué, comment d'un seul coup on peut devenir violent comme ça. Pot-bouille aussi, c'est très intéressant sur les travers de la société. Après, j'ai beaucoup aimé la science-fiction, parce que ça vraiment, on dépasse des côtés réels pour parler de choses hyper difficiles, donc Dune par exemple. Ou après j'adore Barjavel, son côté très socialisme, donc moi La Nuit des Temps, c'est un bouquin qui m'a bouleversée, ou Le Grand Secret, c'est des bouquins qui m'ont vraiment bouleversée. Maintenant aujourd'hui, je lis beaucoup moins de littérature, parce que je trouve qu'il y a tellement de trucs à régler en ce moment. C'est plus des bouquins de société. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué récemment, qui s'appelle The Invisible Women. J'ai entendu parler. Qui parle de comment la société est designée et construite pour discriminer à l'encontre des femmes. Et encore une fois, c'est pas fait forcément exprès, mais ça explique vraiment ce poids des biais. Parce que bien souvent, ce qui est designé, c'est designé par des hommes qui ne sont qui pas. Juste ne pensent pas. En fait, exactement, c'est pas de la malice. Hein, c'est juste, on a tous nos biais, on voit tous les choses de notre perspective. La perception est subjective. Et donc on a ces comment on appelle ça, les blind spots, hein, des angles morts. Des angles morts, merci. J'ai fait une agrégation d'anglais, donc tu vois, comme ça tu me challenges un petit peu. Tiens, tu veux pas m'accompagner, parce qu'il y a des fois j'ai vraiment on va faire ça ensemble, qui font qu'on va pas penser, par exemple les toilettes. C'est un truc débile, hein, mais les femmes qui font la queue aux toilettes, mais c'est insupportable. Ouais. Les toilettes des hommes, il n'y a jamais la queue. La femme, il y a la queue. Pourquoi ? Parce qu'on prend le même espace pour faire les toilettes des hommes. On va se dire, c'est équilibré, on prend le même métrage carré.
Sauf que dans les toilettes des hommes, bien souvent, il y a quand même beaucoup plus d'urinoir. Donc, ils peuvent avoir beaucoup plus d'urinoir. Les femmes, souvent, amènent leurs enfants aussi. Les femmes amènent leurs enfants. Les femmes ont leur règle une fois par mois. Les femmes sont enceintes, donc ont envie de faire pipi beaucoup plus. Les femmes ont des fringues un peu compliquées à enlever, donc ça prend plus de temps. Les femmes ont plus souvent des infections urinaires de par notre biologie. On a les toilettes handicapées chez les femmes, ce qui fait que nous, non seulement on a moins de toilettes au final, parce qu'on peut pas avoir les urinoirs, on a que des toilettes fermées, mais en plus, on a tout ça qui fait que, pour nous, ça, on peut y aller plus souvent et ça peut être plus long, pour tout un tas de raisons. Bon, si on veut que ce soit équitable, il faut qu'il y ait plus d'espace de toilettes pour les femmes. C'est ça qui serait équitable. Mais nous, on regarde juste au métrage carré. Bien sûr. Donc voilà, c'est tout ça qui explique, c'est comme les médicaments qui sont essentiellement testés chez les hommes, parce que les femmes, c'est compliqué, tu comprends, parce qu'on avec les hormones, ça monte, ça descend, c'est chiant quand on va pas tester les médicaments sur les femmes. Résultat, il y a beaucoup de médicaments, les femmes font beaucoup plus d'effets secondaires. Et donc ce bouquin, en gros, relate, pas relate, c'est pas le bon terme, mais je décris justement ce type de phénomène. Ouais, et explique tout ça très bien, c'est vraiment très passionnant. The Invisible Women. Écoute, je le mettrai dans mes notes. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Juste si on veut te trouver dans le monde merveilleux du web. C'est pas très compliqué. C'est facile. Il y a une chaîne YouTube, il y a des réseaux sociaux, mais là où vraiment on te trouve, c'est quoi? Moi, je suis surtout sur Twitter. Ça, c'est mon truc. C'est Célia Audan, je crois. Célia Audan, tout simplement. Voilà, très simplement. Merci beaucoup, Célia. Merci.